Le champagne est une histoire, celle d'un vin qui parcourt le monde en une poignée de siècles pour se forger un destin fabuleux. Un vin unique, un vin de sensation, de plaisir et de partage. Un vin incontournable, universel. Un vin qui a su se laisser inventer, maîtriser et désirer par des hommes exceptionnels qui ont en commun le goût de la terre et du commerce. Le goût de l'innovation et de l'audace. Des hommes dont le souffle s'exprime toujours dans nos maisons de champagne, qui portent depuis 3 siècles la création de ce mythe, dont l'histoire s'enracine dans les choix visionnaires de ses origines. Un mythe qui prend forme par le talent de ses créateurs et s'incarne dans un territoire qui emporte l'épopée. Au cœur de l'Europe, la Champagne est une terre marchande. Connue depuis le Moyen-Âge pour l'importance de ses grandes foires, qui ont tissé des relations avec les pays septentrionaux dans le commerce du drap, faisant la réputation de Reims. C'est une terre façonnée par les moines, qui œuvrent avec la noblesse locale au dynamisme d'un vignoble, qui participa aux grands travaux du Moyen-Âge. Un vignoble réputé, proche de la capitale, et dont le vin est un commerce. 2 marchés principaux sont décelés dès le Moyen-Âge. D'une part, les pays du Nord, ceux qui n'ont pas de vin, la Flandre, l'Angleterre, d'autre part, Paris, le gosier parisien. Mais sur ces marchés, il y avait de la concurrence. Concurrence du vin de Bourgogne, d'une part, concurrence des vins de Loire, d'autre part. Il a fallu trouver le moyen d'exister. Le saut qualitatif, mais nous sommes là un peu avant ou un peu après 1700, c'est fait avec l'élaboration de vins blancs à partir de raisins noirs, ce qu'on appelle les vins gris. Cette initiative champenoise apporte de la qualité et répond à l'évolution des goûts et des arts de la table, dans la culture des élites et dans l'image que l'on se fait du vin. Le vin blanc est le vin des personnes exquises. Le vin rouge est un vin de travailleurs. Les élites européennes valorisent assez largement les vins blancs. Et donc on a en Champagne une production de vin blanc qui est impossible à quantifier, mais qui est assez réputée, notamment le vin d'Ailly, qui est connu comme un vin blanc dans les années 1650. L'astuce des champenois a été d'élever le goût, d'élaborer à partir de ce qui était encore une curiosité, un produit qui avait une qualité propre et qui permettait à ce moment-là de distancer la concurrence. Cette qualité propre est une légère effervescence que présente ce vin de Champagne. C'était effectivement ce cirpétard, comme on l'appelle au XIIIe siècle, ce vin diable, un phénomène déconcertant que l'on ne savait absolument pas maîtriser. C'est considéré à ce moment-là comme un défaut du vin. Et c'est même une des causes d'annulation de vente. Les vins pétillants ne sont pas valorisés. Les consommateurs estiment que c'est une tromperie sur la marchandise parce que c'est quelque chose qui arrive après la vente. Cette légère effervescence plaît beaucoup à la cour de France et à cette noblesse anglaise un temps réfugiée à Paris qui introduira à la nouvelle cour d'Angleterre ce vin mousseux découvert sur les tables de l'aristocratie française, comme celle du marquis de Sillery, un noble champenois. Il y a la rencontre entre un vin qui s'élabore et une élite. On va avoir l'analogie entre le pétillement du vin et le pétillement de l'esprit. C'est un thème qu'on trouvait déjà au XVIe siècle et dans l'Antiquité. Le vin, le bon vin, est le vin qui fait venir les bons vers chez les poètes. Et qui permet d'ailleurs, dans une dimension un peu mystique, de sélectionner les bons des mauvais poètes. L'effet de mode va porter ce vin dans toute l'Europe. Une mode qui va entraîner le commerce des vins mousseux de Champagne. Le marché des vins en bouteille, c'est un micro-marché. Dans les années 1710-1720, c'est quelques milliers de bouteilles. Dans les années 1720, on est à 50 ou 60 000 bouteilles. Et les vendeurs, ce sont les abbayes, dont Pérignon a vendu des vins en bouteille dans les années 1690, on a des traces. Bertin du Rocheret, c'est un courtier qui vend des vins en tonneaux et qui, à l'occasion, expédie des vins en bouteille. Et il y a un certain nombre d'aristocrates
c'est la possibilité, grâce à certaines familles, de pénétrer le milieu de la cour et de conquérir une clientèle qui a un fort potentiel de réclame, comme on disait à cette époque. La qualité champenoise est en marche et s'incarne chez quelques-uns, comme le cellerier de l'abbaye d'Auvillers, dont Pierre Pérignon, qui contribue à cette démarche nouvelle. C'est manifestement autour de Dom Pérignon, auquel on a beaucoup prêté, qu'il faut attacher les plus grands progrès œnologiques que l'on puisse faire à cette époque-là. Parce que c'est avec lui que nous avons tout de même les premières mentions d'assemblage raisonné. D'abord, nous dit un texte en goûtant les raisins, ensuite en goûtant les mous ou les vins clairs, pour arriver à un équilibre. On lui reconnaît une capacité à produire les vins les plus clairs. Donc c'est quelqu'un qui a apporté deux choses principalement, des assemblages savants, on va dire, et puis également des procédés de clarification des vins qu'il a mis en œuvre à une échelle assez importante. Le commerce du champagne est audacieux, car il faut savoir maîtriser ses humeurs et courir le risque de son élaboration aléatoire et coûteuse. Mais son attrait a raison des contraintes. Il attire des hommes d'expérience déjà installés dans le négoce des vins, de la laine ou de la draperie. Ce qui va se passer progressivement, c'est que ces marchands vont prendre en charge non seulement le réseau commercial, mais également la production. Et certains courtiers, comme Mouette, naturellement, vont se transformer tranquillement de courtiers en négociants, en stockant de plus en plus de vins. Et évidemment, les vins en bouteille vont plutôt accélérer cette évolution, puisque ces vins nécessitent une période de stockage. Ce sont des vins qu'on ne vend pas avant 1 an. L'embouteillage du champagne sera décisif. Il va conditionner son commerce. L'initiative des Champenois va marquer une nouvelle consommation des vins. Le champagne n'aurait pas existé sans la bouteille. Le champagne est fils de la bouteille et du bouchon. C'est une innovation fondamentale. L'idée de mettre le vin en bouteille pour les conserver est relativement étrangère à la viticulture avant le début du XVIIIe siècle, puisqu'on conserve les vins en tonneaux. Les bouteilles, c'est pas simplement une évolution technique, c'est carrément une révolution culturelle dans la consommation de vin, puisqu'elles vont permettre d'individualiser la consommation. Autant il est impossible d'avoir une collection de tonneaux de vin venus du monde entier parce que les vins tonneaux se transportent très mal, autant à partir des années 1760-70, tous les grands nobles français ont pratiquement le monde viticole entier dans leur cave grâce aux bouteilles. Le champagne s'installe alors dans les dîners et les usages. Il devient le vin des grands et de leur cour. Il y a un passage extrêmement important pour l'histoire du champagne, c'est la Régence. C'est cette détente qui s'opère après la mort de Louis XIV, ce changement de mode, l'arrivée des soupers fins, d'une certaine galanterie, où ce vin saute-bouchon sait faire merveille. Les codes du champagne sont très universels. C'est un produit aristocratique à une époque où l'aristocratie regarde beaucoup vers l'Europe. Et le vin de champagne, c'est la boisson naturelle des aristocrates européens qui ne boivent pas que du champagne, mais qui le connaissent tous. Dans les voyages de Casanova, dans les années 1740-50, on va voir qu'il a bu du champagne partout. C'est le seul vin qu'il a bu dans tous les pays qu'il a visités. Louis XV l'installe à sa table et lui rend l'hommage d'un tableau. Il ravit le cœur de la marquise de Pompadour et Florent Louis Hetzig offrira à Marie-Antoinette ce vin qu'elle aima tant. C'est le vin d'une élite, un vin rare et cher. C'est le vin des Lumières, un vin dont la nouveauté est une expérience, une expression. Le champagne est né. On fait sauter le plus haut possible le bouchon, c'est une nouveauté. Et on le verse aussi de très haut dans les verres pour accentuer l'effervescence, ce qui serait aujourd'hui extrêmement dangereux de réaliser. C'est un vin, en effet, de l'élite, de l'aristocratie, et il ne faut jamais oublier cela parce que, encore aujourd'hui, bien entendu, il symbolise le luxe, il symbolise le plaisir, mais il symbolise le luxe. J'aime énormément le cérémonial du champagne. Déjà, d'un point de vue purement esthétique, il n'existe pas de vin aussi beau.
Le doré du champagne est un doré qu'on ne retrouve pas chez les autres vins blancs. J'aime aussi ce bruit merveilleux, le bruit du champagne. Déjà, le bruit du bouchon qui saute, c'est un bruit merveilleux. C'est pas simplement un vin de soif ou un vin d'apéritif, c'est un vin complet, complexe, créatif, un vin qui a son importance, qui a une importance capitale dans la dégustation et dans le repas. Le jour où vous avez eu le bonheur de mettre vos lèvres dans du champagne, se crée ce moment de plaisir que vous cherchez évidemment à reproduire tout au long de votre vie puisque ça a été un moment exceptionnel. Il n'y a aucune substance au monde qui apporte autant d'exaltation que le champagne. Ce vin qui plaît tant sera porté par les hommes du Champagne. Ils créent leur maison, vont prendre les risques de ce commerce naissant. Ce seront des pionniers. Ils se sont détachés de l'ensemble du marché du vin. C'était des nouveaux créateurs, des découvreurs, des inventeurs. Leur caractéristique, on le sait, était d'être des marchands, que ce soit des marchands dans les tissus, dans la laine ou dans d'autres activités, habitués à fréquenter les grandes foires européennes et qui certainement étaient des entrepreneurs. Et donc ils avaient, comme tous les entrepreneurs, il y avait une prise de risque et qu'ils ont su prendre, mais encore une fois parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir entre les mains un produit tout à fait inimitable et encore une fois sans concurrence aucune, en tous les cas en Europe. Ils vont désormais élaborer ce vin que les moines et les nobles ne produisent plus, emportés par la Révolution. La maison de Champagne s'invente alors, comme l'illustre Jean-Rémy Mouette. Il a très vite vu qu'il fallait créer une maison de champagne, un outil industriel important pour être capable de livrer les marchés qu'il était en train de créer. Et il a également apporté les codes de l'organisation. C'est là que l'on commence à voir cette organisation verticale de la maison de Champagne, avec ses caves, avec ses celliers, avec tous les locaux d'habillage, d'expédition. Il se préoccupe beaucoup de la qualité de ses vins, mais il se préoccupe beaucoup aussi de ses clients. Au-dessus de ces caves, il avait créé un outil assez exceptionnel, on dirait aujourd'hui, de relations publiques, pour accueillir ses invités, leur servir des soupers au champagne. Sa connaissance de l'empereur, qui est venu plusieurs fois à Épernay, alors que Jean-Rémy Mouette, en même temps, en était le maire, a permis de mettre en avant très vite sa marque de champagne. Et c'est certainement le lien entre cette attention portée à ses clients, à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils souhaitent, et les évolutions techniques qu'il arrive à mettre en application dans ses caves, que la conjugaison des deux lui donne en fait le poids qu'il a eu en Champagne. Les maisons de Champagne inventent leur outil. Elles doivent d'abord maîtriser la qualité de ce vin, qui réclame de nombreuses opérations et de l'espace. Elles font de lourds investissements dans de vastes caves qui permettent de réguler la température des vins et font progresser la qualité des champagnes et de leurs flacons en limitant les cases de bouteilles. La bouteille est un contenant, mais permet aussi de l'élaborer. Hein, c'est tout à fait différent des autres vins, du Bourgogne ou du Bordeaux. C'est un outil aussi, la bouteille. Les quantités à produire s'envolent. De 500 000 bouteilles avant la Révolution, les maisons atteignent 5 fois plus à la fin de l'Empire. La chute de l'Empire, aussi paradoxale que cela puisse paraître, a été aussi finalement un atout, parce que l'occupation de la France par ce qu'on appelait les Alliés à ce moment-là, et particulièrement les Russes en Champagne, leur a donné le goût d'un vin dont il ne pouvait plus se passer après. Et dès la fin des hostilités, les agents des maisons se sont précipités à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Vienne. Les voyageurs de commerce sont les représentants de la maison à l'étranger.
Ils ont toute la confiance de leurs dirigeants et ils portent tous les codes, on dirait aujourd'hui, de la maison pour laquelle ils travaillent à l'étranger. Et dans cet univers commercial assez dur, la maison Veuve Clicquot est tombée sur la perle rare. Louis Beaune, qui est un voyageur extrêmement désintéressé, qui a voyagé pendant très longtemps, qui a eu la confiance de la Veuve Clicquot, qui s'est retrouvée veuve à un âge très très jeune, et qui est tombé sur ce voyageur de commerce hors norme, très très économe, également très persuasif auprès des marchands. Ce polyglotte qui parle l'allemand, la langue du commerce d'alors, va parcourir toute l'Europe. Les Clicquot l'envoient à Londres, puis Amsterdam, l'Allemagne et dans toute l'Europe orientale, jusqu'en Russie pour installer ses réseaux, installer la maison. Comme tous les voyageurs de commerce, il sillonne sans cesse, fait parvenir les commandes et relève les remarques des clients pour que l'on adapte le goût de la maison. Et c'était quand même une vente qui était risquée. Se balader à travers l'Europe, dans des conditions qui étaient quand même physiquement beaucoup plus difficiles qu'actuellement, et surtout aller récupérer les créances, avoir une confiance de personne à personne. Mais cette confiance, ça crée un réseau. Et c'est des réseaux commerciaux personnalisés qui sont la base de la construction des marques de champagne. On pourrait dire que ces voyageurs de commerce étaient les grands ambassadeurs de la marque et donc étaient même des hommes d'affaires. Au-delà des ambassadeurs de la marque, c'était de véritables hommes d'affaires, puisque, encore une fois, certains d'entre eux sont devenus actionnaires majoritaires de la maison qu'ils représentaient. Parmi eux, beaucoup d'Allemands, dont le talent, la rigueur et la culture des vins effervescents donneront de remarquables gestionnaires ou entrepreneurs du champagne. Le siècle embrasse la révolution industrielle. Le territoire se redessine avec le train qui ouvre de nouvelles perspectives à ce commerce. La science et le progrès améliorent la qualité des vins et les conditions de travail par la mécanisation et plus tard par l'électricité. On boit du champagne dans les restaurants et la bourgeoisie qui s'éveille depuis la Révolution désire ce vin et ses codes, symboles de la réussite. Le champagne s'inscrit, porte, est le symbole des valeurs de l'époque. Un grand dynamisme, une grande créativité, une ouverture au monde, un rien de folie. Le champagne s'affiche, se voit, se reconnaît. L'image de la maison se façonne autour de la bouteille et devient un enjeu. On signe ses vins, ce qui est la marque du champagne. Toutes ces marques sont finalement des patronymes. Dans leur notion d'excellence, d'exigence qu'ils portaient à leur vin, ils y ont associé leur nom et c'est une forme d'engagement. C'est eux qui ont été les premiers, je crois, les Champenois, à comprendre que cette boisson de rêve, ce vin de rêve, il fallait encore l'enfermer dans un écrin encore plus beau. Les Champenois ont été les premiers à rechercher des codes qui soient immédiatement reconnaissables par les clients. Codes de couleur, de cordon rouge qui barre une étiquette pour que l'on reconnaisse immédiatement le produit chez un négociant. Il y a beaucoup d'inventivité à cette époque. Il faut incarner ce rêve de champagne et façonner son image. Les maisons se singularisent et font rayonner leur nom. Charles Camille-Hetzig sillonne l'Amérique pendant le Second Empire et devient Champagne Charlie dans la presse américaine, au prix de beaucoup d'audace et de courage. À Reims, une maison va s'affirmer en conquérant l'Angleterre. Madame Pommery est vraiment l'exemple aussi d'une maison qui cherche à se donner une identité forte.
L'architecture de sa maison et son amour des arts, présent jusque dans ses caves, vont créer le style Pommery, un style au goût des Anglais qui honore ses vins, faisant le succès de la marque. Chaque maison va chercher à produire un champagne avec un goût maison. Et donc, forcément, on va associer le goût maison au nom de la marque. La marque apporte au client le repère et la continuité d'un goût garanti par l'assemblage, clé de voûte du champagne, qui puise dans l'intelligence de sa terre et de ses hommes la qualité de ses vins. Ça a été une avancée, un atout absolument considérable pour d'abord réaliser des vins de qualité et des vins quelque part qui avaient déjà un style. Parce que c'est ça qui est le plus important. Dans un brut sans année, il peut y avoir 30, 40 vins de provenance différentes. Et c'est ça, moi je trouve, le génie de la Champagne, d'avoir pu justement synthétiser toutes ces provenances. L'assemblage n'est pas un refus de faire du vin. C'est au contraire la construction d'un vin, la construction d'une marque. Les maisons ont mis un siècle pour maîtriser cet art qui fera leur empreinte et rayonne, s'empare des inventions de l'époque. Le champagne fait l'événement. Eugène Mercier fait construire un foudre spectaculaire qui va gagner Paris depuis Épernay. C'est un peu mégalomane, mais la retombée en image est tout à fait extraordinaire. Il commandera le premier film publicitaire aux Frères Lumière. Les styles s'affirment alors, comme le goût des champagnes. Le champagne se vend tout autour de la terre et porte si bien l'esprit de ce siècle naissant. Mais dans le ciel de cette Champagne, les nuages s'amoncellent. Le champagne est imité. Alors les maisons se sont unies dans un syndicat qui lutte contre les contrefacteurs. Car il faut s'organiser pour défendre ce rêve de tout un territoire. Il faut défendre le champagne et défendre ses vignes qui souffrent désormais. Car les maux s'abattent sur la Champagne au tournant du siècle. Le phylloxéra, la guerre et les crises, des maux qui résonnent au fil des coteaux. Il faut construire la maison Champagne. Le prix en sera les épreuves. L'urgence commande de lutter contre le phylloxéra, un minuscule insecte qui détruit inexorablement la vigne. C'est un véritable cataclysme qui s'est produit à l'époque, il faut quand même en avoir conscience. Et là, il y a eu effectivement des initiatives incroyables qui ont été prises. 23 maisons de Champagne ont pris la mesure du danger et ont décidé de s'organiser au sein d'une association qui s'appelle l'AVC, Association viticole champenoise, dont l'objectif premier était de prendre en charge toute cette reconstitution du vignoble, tant sur le plan technique que sur le plan économique. Nous avons opté pour le greffage et non pas pour l'hybride. En optant pour la greffe, on augmentait le coût de l'assemblage entre un porte-greffe qui résiste au phylloxéra et on gardait les variétés nobles au-dessus et nous n'avons pas sacrifié à la qualité. L'organisation sera considérable. Il faut se former, organiser et greffer dans des locaux adaptés pour sauver le vignoble. Les maisons agissent pour l'intérêt général. Raoul Chandon de Briaille fait construire un bâtiment dédié, le Fort Chabrol, qui va devenir le symbole de cette lutte. Les maisons de Champagne étaient en première ligne et ont pris à bras-le-corps la résolution de cette crise, clairement. Et ont fait révéler aussi, on peut dire qu'elles ont fait révéler les premiers leaders viticoles. Les vignerons vont s'organiser, se structurer, se représenter. Mais ils souffrent. Les vins tranquilles, qui absorbent la grande majorité de leur production, ont quasiment disparu par la concurrence d'autres régions. Les vignerons attendent désormais des maisons qu'elles achètent tous leurs raisins.
Les vignerons se retrouvent dans une situation où il y a un déséquilibre de la destination de leurs raisins et donc une nécessité d'organiser le marché de la matière première. Tout ça va se cristalliser autour de la question de la délimitation de l'aire géographique de la Champagne délimitée. Il faut fixer des règles et délimiter l'aire de production. Vignerons et maisons s'entendent pour faire adopter des mesures de lutte contre la fraude. Sur l'aire d'appellation, l'État légifère avec maladresse et cristallise les tensions amplifiées par de mauvaises récoltes. Des négociants seront pris pour cible en 1911. On appelle la troupe. Les crises ont révélé l'importance de protéger un territoire et quelque part aussi, ce qui était déjà important à l'époque, de faire en sorte que les richesses qui pouvaient se développer par la création de valeur sur le territoire profitent aux habitants du territoire, c'est-à-dire les maisons de champagne et les vignerons. La question de l'appellation sera réglée 15 ans plus tard, après la guerre. En 1914, c'est un séisme pour la ville de Reims qui, on le sait, pendant 4 ans est bombardée et aux 3/4 détruite. C'est un séisme pour le vignoble champenois parce que le front passe dans la zone d'appellation et au lendemain du conflit, 40% des vignes ont été touchées. Beaucoup de maisons ont été sinistrées en surface. Heureusement, nous avons des caves. Et les caves, pendant la guerre, ont joué un rôle non négligeable pour permettre le refuge de la population ou de leurs activités. La Grande Guerre n'a pas fait que détruire le vignoble en grande partie. Juste avant la Grande Guerre, le champagne explosait dans sa consommation universelle, tant aux États-Unis qu'en Russie. Après la Grande Guerre, le modèle économique général, la consommation, a changé de nature. La Grande Guerre a emporté des marchés entiers, comme l'Allemagne, la Russie devenue bolchevique et l'Amérique qui découvre la prohibition. Les champenois vont prendre leur destin en main. On se bat, on reconstitue le vignoble, sous l'impulsion de Bertrand de Meun, alors président de l'AVC et du syndicat du commerce. Les sols sont épurés, le vignoble repensé et agencé dans une démarche qualitative, sanitaire et économique déterminante. La qualité des vignes, la qualité du raisin ont en quelque sorte progressé à travers le passage difficile qu'on a eu. Le fait que nous soyons tous concentrés sur un unique but, le vin de Champagne, nous fait atteindre un niveau d'excellence, de spécialisation et de savoir-faire remarquable par rapport au vin du monde. La crise de 1929 aggrave encore les difficultés et mettra à genoux la Champagne. La consommation s'effondre sur les marchés qui subsistent et les stocks s'accumulent. La difficulté économique était telle que les partenaires, que sont les maisons et les vignerons, ont été conduits, avec l'aide des pouvoirs publics, à s'entendre, à se voir, à discuter et à prendre des accords. L'interprofession est en marche. Le syndicat du commerce des vins de Champagne et le syndicat général des vignerons vont prendre l'habitude de se réunir pour régler cette crise et vont réglementer, contractualiser et nouer des relations de confiance qui vont être couronnées de succès. L'idée de cogestion s'insinue dans les esprits. Elle se concrétise quelques années plus tard dans le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui, dès 1941, tente de gérer au mieux les quantités considérables exigées par l'occupant allemand. Il faut protéger la Champagne. Il faut agir et résister. L'interprofession qui apparaît en 1941, elle est quand même à l'aboutissement d'un long processus, celui des négociations traditionnelles sur le prix des vins qui se fait depuis le XVIIIe siècle,
la reconstitution du vignoble dans les années 1900 sous l'égide des maisons de champagne en grande partie, la crise des années 30 qui oblige à institutionnaliser le rapport de force autour de la négociation du prix des raisins. Donc la commission de Châlons se met en place en 1935. On a plusieurs strates qui se sont accumulées, qui finalement sont remises en ordre dans une même institution. Et c'est ce qui explique sans aucun doute la réussite. Ça n'est pas une création, mais plutôt l'aboutissement d'une coopération qui s'est imposée comme un élément d'équilibre dans un vignoble biparti qui est très original à l'échelle de la France. Si ça n'a pas créé de la valeur, ça a contribué à donner de la stabilité et à donner des garanties qui permettaient ensuite aux maisons de champagne de prendre des risques et d'aller vendre leurs bouteilles à l'exportation. Et puis le formidable développement de la consommation de champagne, notamment en France, a démarré quelques années après. Les champenois, grâce à cette politique contractuelle, grâce aux accords interprofessionnels, ont pu développer leur vente avec une politique de prix correspondant à l'attente des consommateurs français. Depuis la guerre, le champagne a vu sa consommation s'envoler, de nouveaux acteurs s'imposer, des maisons se rapprocher. Les mécanismes interprofessionnels ont permis de réguler la filière et d'amortir les turbulences de nouvelles crises et de nouveaux défis. Le champagne a su s'adapter pour garder son rang. Plus le champagne progressait, plus l'exigence de qualité s'est imposée de manière collective. Et donc, réellement, en interprofession, nous avons créé des règles de qualité croissantes pour tenir ce niveau d'excellence. Car le champagne n'a pas le choix. Il doit être excellent et de plus en plus excellent. Ils ont fait un travail colossal sur l'écologie. C'est l'avenir, déjà, c'est leur propre avenir qui se joue dans leur économie. Les progrès techniques, à la pointe de l'innovation, continuent de servir la qualité dans les vignes et dans les caves. Les champenois ont bâti leur modèle et inventent chaque jour sa réussite. Entraînée par les maisons de champagne, l'appellation rayonne de ces marques dans le monde entier. Elle doit continuer à écrire son destin en puisant dans l'énergie de sa nature, de sa dualité. À chaque fois, les champenois ont su faire face par la concertation. Dans des périodes de crise ou de difficultés, finalement, l'intérêt commun l'emporte. Il y a quand même une complicité. Et l'étendard, c'est le mot champagne. Tout le monde le porte haut et fier. La terre de Champagne est une terre austère, c'est une terre crayeuse. A priori, ce n'est pas du tout un terroir riant. Et pourtant, c'est le terroir qui est à l'origine du vin le plus festif, le plus léger, le plus joyeux. Donc il y a toute une partie, effectivement, toute une valeur un peu immatérielle que l'on a su développer par cette désirabilité. Derrière cette façade assez brillante, il y a des maisons de champagne qui ont des politiques commerciales extrêmement vives, qui sont présents sur les marchés. Et on le fait par des investissements, par l'intelligence de continuer à positionner le champagne, encore une fois, comme un vin inimitable, incontournable, dans un monde où, je le dis, nous avons beaucoup de concurrents, et pas seulement dans les vins effervescents. Le champagne est une expression, les maisons l'ont bien compris. Un récit qu'il faut écrire en permanence, fait de dépassement, de rêve et d'audace. Un mythe qu'il faut savoir entretenir. C'est vrai que le champagne est tout à fait indémodable et c'est mystérieux parce que c'est vrai dans le monde entier. Le champagne est devenu une mythologie. Le champagne, il est intact, il est indemne. Il traverse, il a pas été abîmé. Ça reste un emblème de la France.
ça reste un emblème de la fête, ça reste un emblème, encore une fois, du plaisir et du partage. Il faut rester fidèle à cette image qui s'est imposée depuis le XVIIIe siècle d'un produit d'excellence, d'un produit d'intelligence. C'est quand même bien toutes ces générations, ces savoir-faire, ces passions, ces envies de ces hommes et de ces femmes que l'on retrouve finalement dans le vin qu'on a le plaisir de boire aujourd'hui. Nous travaillons à faire que le champagne soit toujours dans le désir. Les chefs de cave sont très contemporains. Ils ont évidemment le poids de l'histoire, mais avancent d'une façon très moderne dans la vie. Et ce qui donne des vins très modernes. Donc ce qui fait finalement, vous savez, Porsche disait un grand classique sera toujours d'avant-garde. Ça peut se traduire sur le champagne. Le champagne est un art total, une fête des yeux, une fête des oreilles, une fête du palais et une fête de l'esprit, et même une fête de l'âme et du cœur. Donc c'est vraiment la totale. Thank you.